Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va plonger dans les mécanismes de l'influence, de la manipulation même, dans notre vie de tous les jours. On se base pas mal sur le livre de Nicolas Guéguen, L'art de l'influence et de la manipulation au quotidien. Exactement. Et notre but, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment des facteurs, parfois complètement invisibles, comme l'apparence ou même le temps qu'il fait, peuvent guider nos choix. Sans qu'on s'en aperçoive la plupart du temps, j'imagine. Souvent, oui. Attention, on ne parle pas forcément de manipulation malveillante, mais de ces petites influences de tous les jours. Bon, alors, préparez-vous, ça risque d'être surprenant. On y va. Allons-y. Commençons par un truc évident en apparence, le look, les vêtements. On dit toujours « l'habit ne fait pas le moine », mais les études, elles disent quoi? Elles disent plutôt le contraire en fait. L'effet est parfois spectaculaire. Prenez une expérience simple dans un aéroport. Une jeune femme demande de l'aide, de l'argent. Oui. Si elle est habillée de façon très élégante, elle obtient de l'aide dans 91% des cas. Ah oui, c'est énorme. Et si elle est habillée de façon plus négligée, ça tombe à 32%. D'accord, c'est fou, c'est juste l'apparence. C'est ça, c'est l'effet du statut qu'on perçoit. Un beau vêtement, un costume, ça active tout de suite des stéréotypes réussite, crédibilité. Donc on va plus facilement aider quelqu'un en costume qui est en panne sur la route. Exactement. Ou rendre une pièce oubliée à quelqu'un qui a l'air aisé. Les chiffres sont là, 77% contre 38%. Ça influence même notre réaction face à un vol. On signale moins si le voleur est en costume. C'est dingue. Et pour les femmes, il y a aussi les talons hauts, non? Guéguen en parle? Ah oui, les talons. Et là aussi, l'effet est mesurable. Une démarche avec des talons est jugée plus féminine, plus attirante. Concrètement. Concrètement, une enquêtrice qui portait des talons de 9 cm obtenait 83% d'acceptation pour son questionnaire. Et sans talons? À plat, c'était 47%. La différence est énorme. Pourquoi? Les talons modifient la posture, ils accentuent la cambrure du dos, et ça, c'est perçu consciemment ou non comme un signal de séduction. C'est culturel et peut-être même un peu évolutionnaire. D'accord. Et ça marche aussi avec le maquillage, la couleur de cheveux? Oui, une femme teinte en blonde, par exemple, se fait aborder bien plus souvent en boîte de nuit qu'une brune ou une rousse, d'après une étude. Fascinant. Bon, au-delà de l'apparence, il y a des techniques, des stratégies pour obtenir un oui. Le fameux pied dans la porte. Ah, ça c'est un grand classique de la psychologie sociale. L'idée est simple. On demande d'abord un tout petit service, quelque chose de facile à accepter. D'accord. Un petit oui. Voilà. Et une fois que la personne a dit oui, même pour un truc anodin, elle est beaucoup plus encline à accepter une deuxième demande, bien plus importante cette fois. Pourquoi? C'est quoi le mécanisme? C'est le besoin de cohérence. On a dit oui une fois, on a commencé à s'engager dans cette direction, alors on veut rester cohérent avec cette première décision. Reculer serait inconfortable. Je vois. Et l'inverse, ça existe. Commencer par une demande énorme. Oui, c'est la porte au nez. Là, on fait une demande complètement déraisonnable, dont on sait qu'elle sera refusée. Genre, vous voulez faire 2 heures de bénévolat par semaine pendant 2 ans? Forcément, on dit non. Voilà. Et juste après ce refus, on enchaîne avec la vraie demande, beaucoup plus modeste. Par exemple, bon d'accord, mais juste accompagner des jeunes au zoo pendant 2 heures une seule fois. Et là, on accepte plus facilement. Beaucoup plus. Le taux d'acceptation peut doubler. Pourquoi? Parce que la personne a déjà refusé une fois, elle peut se sentir un peu redevable. Et puis, elle a l'impression que vous faites une concession énorme. Donc, elle est plus encline à en faire une aussi. C'est le principe de réciprocité. Malin. Et le lowball. C'est encore autre chose, ça? Le lowball, ou technique d'amorçage en français, c'est quand on obtient un accord sur quelque chose d'avantageux. Genre participer à une étude sympa? Exactement, et une fois que la personne a dit oui, on lui révèle les inconvénients cachés. Ah, au fait, l'étude, c'est à 7 heures du matin. Ah oui, là c'est moins sympa tout de suite. Clairement. Mais comme on a déjà dit oui, on a beaucoup de mal à se dédire. On est engagé. Et les études montrent que ça marche. Beaucoup plus de gens acceptent et viennent réellement, même avec l'inconvénient révélé après coup. Et la technique du leurre? Ça, on le voit dans les magasins, hein? Oui, tout à fait. On attire le client avec une super promo sur un produit, Qui, comme par hasard. n'est plus disponible dans sa taille ou en stock. Et là, le vendeur propose un autre produit similaire, mais souvent pas en promo, voire plus cher. Et ça marche? Ça augmente les chances que le client achète quand même quelque chose d'autre. La frustration de ne pas trouver le produit initial peut pousser à se rabattre sur une alternative pour ne pas repartir les mains vides. C'est fou comme notre psychologie est prévisible parfois. Mais
il n'y a pas que les techniques. Le contexte aussi joue énormément. Le temps qu'il fait, par exemple. Oui, c'est assez incroyable. Le simple fait qu'il y ait du soleil, eh bien ça nous rend plus aidants. On répond plus aux enquêtes dans la rue, on aide plus quelqu'un qui fait tomber quelque chose. Juste à cause du soleil? L'hypothèse principale, c'est que le beau temps améliore notre humeur. Et quand on est de bonne humeur, on est plus altruiste, plus ouvert aux autres. On laisse même plus de pourboire si le serveur mentionne juste qu'il fait beau. Et l'endroit où on se trouve, ça compte aussi? Ah oui, énormément. L'exemple classique, demander 1 € pour acheter un sandwich. Oui. Si on fait la demande juste devant une sandwicherie, ça marche beaucoup mieux que si on l'a fait devant un magasin de vêtements, par exemple. Presque 50% de succès contre 33%. La logique du lieu rend la demande plus crédible, en fait. C'est ça, la cohérence. Notre cerveau aime quand les choses ont du sens dans leur contexte. Et alors, la musique. L'exemple du magasin de vin est incroyable. Ah oui, celui-là est frappant. Dans un magasin, si on diffuse de la musique classique, Oui. les clients ont tendance à acheter des bouteilles de vin plus chères. Si on met du top 50, ils achètent des vins moins chers. Incroyable. Et l'histoire du vin français ou allemand? C'est encore plus fort. Si on met une chanson française typique, genre Alouette, gentille Alouette, D'accord. eh bien 83% des ventes de vin ce jour-là sont du vin français. Et si on met une chanson à boire allemande, c'est l'inverse. Le vin allemand se vend massivement. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Absolument pas. Quand on les interroge après, ils n'ont aucune conscience d'avoir été influencés par la musique. Mais comment ça marche, ce truc? C'est quoi l'explication? C'est ce qu'on appelle l'amorçage et la congruence. La musique amorce des idées, des concepts dans notre esprit. Classique égale luxe, prestige. Musique française, France. Ok, ça prépare le terrain. Voilà. Et ensuite, on a tendance à faire des choix congruents, c'est-à-dire cohérents avec ces idées activées. Si l'idée France est activée, on va plus facilement choisir du vin français. Le tempo joue aussi. Une musique lente fait qu'on passe plus de temps dans le magasin ou au restaurant et on dépense plus. Une musique rapide et forte dans un bar. On boit plus vite. Exactement. Même les paroles d'une chanson peuvent influencer, si elles parlent d'altruisme, d'amour ou d'alcool. Bon, entre l'apparence, les stratégies de demande, la météo, la musique, on voit bien que notre quotidien est tissé d'influences subtiles. On est un peu des marionnettes, hein? C'est une façon de voir les choses. Disons qu'on est très perméable à notre environnement et aux signaux sociaux. Mais en prendre conscience, comme on le fait là. C'est déjà un premier pas pour être moins joué, peut-être? Exactement. Reconnaître ces mécanismes, c'est pouvoir, parfois, choisir d'y résister ou non. Et ça pose une question plus profonde, en fait. Laquelle? Si tous ces facteurs externes ont autant de poids, quelle est la part réelle de notre libre arbitre dans nos décisions, même les plus banales du quotidien? Question vertigineuse pour terminer. De quoi réfléchir, c'est sûr. Fin de ce deep dive. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.